Module 3. Le développement de l'art-thérapie. Un peu d'histoire. Maintenant que nous comprenons les bases, entrons dans le vif du sujet. Ce module explique l'émergence de l'art-thérapie et pose les fondements de cette pratique. L'art-thérapie se divise en deux approches majoritaires. L'une est intensive. L'art est un moyen, un voyage émotionnel qui permet de découvrir quelque chose au sujet du patient. Une autre approche voit l'art comme thérapeutique, parce qu'il exprime directement. Il faut alors interpréter l'œuvre du patient. Mais l'important est de ne jamais oublier que l'art reste une chose subjective et propre à chacun. Et l'approche psychologique de l'art ne consiste donc pas en un simple commentaire de l'œuvre qui est produite. Conter l'histoire de l'art-thérapie, c'est avant tout conter l'histoire de la relation que l'homme a entretenue avec l'art depuis des siècles. C'est aussi réfléchir à l'art d'un point de vue philosophique et même spirituel pour certains. Art et créativité. Dresser une histoire de l'art et de la créativité prendrait sans doute des centaines de pages, tant ce récit serait étoffé. Depuis le temps des cavernes, l'homme se sert des couleurs et des formes pour exprimer ses émotions. Platon initiera une réflexion sur les effets de l'art sur l'humanité. Le philosophe condamne l'art, car il n'est qu'une imitation, mimésis, du réel, mais met pourtant en avant ses effets bénéfiques sur la sensibilité et le corps de l'homme. Le terme de création évoque le récit biblique, une force supérieure qui ordonne les choses, qui donne forme. Il n'apparaît dans le domaine proprement artistique que dans les années 1800, s'opposant à l'imitation formelle. De là, l'art évoluera par rebond, d'une reproduction fidèle et classique de la réalité à l'expression abstraite de l'art moderne. C'est au XVIIe et XVIIIe siècle que l'idée d'un beau objectif et universel se dissipe pour laisser place à celle de subjectivité et de goût. L'idée de créativité va progressivement prendre une place centrale dans l'art et renvoie aux capacités artistiques intérieures, inexploitées, que chaque individu aurait en lui pour créer. Dans les années 1960-1970, cette idée devient un thème social central. Une origine floue. C'est entre 1800 et 1860 que le mouvement des aliénistes posera des fondements importants en psychothérapie. Même s'ils ne concernent pas l'art, ils seront repris en art-thérapie, notamment la compassion avec le patient et l'envie de redonner espoir. La thérapie en général se présente comme l'art de guérir le sujet de ses blessures. L'histoire de l'émergence de l'art-thérapie comme discipline propre est relativement floue. Les liens entre art et guérison sont bien sûr ancestraux. On peut penser au chamanisme et à l'utilisation du rythme, des couleurs. L'art est le domaine propre de la création et de l'expression personnelle, et faire de l'art semble toujours avoir été un processus libérateur. Pour Franz Schott-Billmann, le chaman est art-thérapeute. Il chante, il conte, il mime. Il utilise l'art sous toutes ses formes comme médium d'expression. Après que la Renaissance ait réaffirmé le pouvoir de la peinture, on commence à trouver au XVIIIe siècle des ouvrages qui traitent du lien entre art et thérapie dans la littérature médicale. Certains attribuent la paternité de ce concept au marquis de Sade, qui en 1800 dirigeait l'asile de Charenton. Il y réalisait des spectacles qui mettaient en scène des aliénés. On pourrait aussi penser qu'il ne s'agissait là que d'une sorte de cirque et non d'un quelconque processus de guérison. Plus tard, Paul Meunier étudiera le travail des aliénés et Marcel Réja commencera à lier art et pathologie. Il ne reste qu'au stade d'observation de l'art du patient, sans l'utiliser comme médium. Adrian Hill et les débuts de l'art-thérapie. La paternité de l'art-thérapie est le plus souvent attribuée au peintre anglais Adrian Hill, qui sera le premier à prouver l'efficacité de cette thérapie. Dans les années 40, alors qu'il est tuberculeux, il est placé en quarantaine. Il décide alors de se mettre à dessiner. Son rétablissement rapide étonne. Il va alors souligner le lien entre satisfaction de l'esprit via la création et guérison, et publiera L'art contre la maladie. Cette approche sera reprise par la Croix-Rouge britannique qui l'utilisera sur les soldats et civils blessés.
Marianne S. vit à la même époque. Marianne est juif et sera déporté comme beaucoup d'autres vers un camp de concentration. Sa famille entière est décimée. Ces événements l'ont traumatisé et ne quitteront plus son esprit. Il fait une dépression nerveuse en 1971 et c'est son psychiatre qui va lui proposer d'utiliser le dessin pour exprimer ses émotions. Tout au long d'une année, il va griffonner des carnets pour y relater son expérience. Il peut ainsi exprimer l'horreur indicible, les souvenirs qui ne peuvent pas se dire avec des mots. L'art-thérapie est là pour jouer le rôle de médium de communication. L'art est avant tout un autre langage pour exprimer le regard que nous portons sur le monde. Les premières reconnaissances scientifiques. À partir de l'art, de nombreuses recherches et idées vont émerger. Sigmund Freud étudie la sexualité et la sublimation dans les œuvres de Léonard de Vinci. Lui aussi voit l'art comme un langage inconscient, l'expression de symboles. Le langage symbolique de l'art semble alors pouvoir être utilisé dans le cadre d'une thérapie. Carl Jung réalise lui-même ce qu'on appelle des dessins centrés, des mandalas, et souligne les bienfaits qu'ils ont sur lui. En France, l'art-thérapie est souvent une spécialisation, notamment au cœur de la psychologie. Le praticien qui l'exerce est à cheval entre deux disciplines, à la fois artiste et psychologue. Il existe aujourd'hui une multitude de diplômes d'art-thérapie, car la profession est reconnue depuis une dizaine d'années. On distingue deux types d'art-thérapie. L'art-thérapie traditionnelle. C'est une psychothérapie qui utilise l'art à travers l'ensemble des médiums de création artistique existants. Le but est que le patient renoue avec un dialogue intérieur, ainsi qu'un dialogue avec autrui, tout en stimulant sa créativité. L'art et le processus de création servent alors de médium d'expression et de réalisation. Le patient peut exprimer et libérer émotions, souffrances, et ainsi évoluer ou mieux utiliser ses ressources intérieures. Le but n'est bien sûr pas de créer un chef-d'œuvre ou de juger l'œuvre produite d'un point de vue qualitatif. Il s'agit de construire une image de soi et de la perception que nous avons du monde, à travers la création pour aller vers un changement. L'art-thérapie moderne. Cette seconde discipline est récente et consiste à exploiter le pouvoir de l'art sans chercher à l'interpréter, contrairement à la psychothérapie. Le but ici est d'améliorer et de se concentrer sur les capacités d'expression et de relation du patient. Cette démarche fait l'objet d'un protocole thérapeutique, de stratégies et d'évaluation qui permettent de valider les progrès du patient. L'art-thérapie moderne respecte les règles déontologiques des professions paramédicales officielles. Cette activité s'exerce en institution médicale ou hospitalière, en atelier libéral, voire parfois à domicile. L'art-thérapeute est donc une personne qui doit mêler pratique artistique personnelle pour pouvoir travailler en synergie avec le patient, ainsi que compétences thérapeutiques et compétences relationnelles. Les grands principes de l'art-thérapie. L'art-thérapie diffère d'une thérapie classique. Son objet n'est pas fixe. L'art est utilisé comme un moyen de pénétrer dans l'inconscient de l'individu pour lui permettre de changer intérieurement. Cette démarche se base sur les théories de la psychothérapie et privilégie particulièrement l'interaction entre patient et thérapeute.